personnes qui ne vous connaissent pas? D'abord, merci beaucoup de m'inviter. Je suis très heureux de vous voir et de répondre à vos questions et de participer à cette 10e édition des JNDA. Je suis Razi Ghraïri, je suis professeur de droit public à l'Université de Carthage en Tunisie et vous avez souligné tout à l'heure une intervention dans le panel d'hier matin dans le cadre, on va dire, d'une expérience que j'ai eue à l'UNESCO en tant qu'ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO et auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Merci. Alors, quel regard portez-vous sur les JNDA? Parce que les JNDA, et surtout cette année, la thématique générale est l'Afrique au centre du monde. Donc, comment pensez-vous que les JNDA permettent à ce qu'on puisse situer l'Afrique au centre du monde? Alors, je vais vous dire comment j'ai suivi non seulement l'évolution, mais même la naissance de ces journées, parce que j'ai eu des occasions multiples de rencontrer Monsieur Pierre de Gaëtan, Njika Moulioum, et qui venait souvent en Tunisie, et je connaissais son engagement pour l'Afrique en général et notamment pour les diasporas en France et en Europe. Donc j'ai vu un peu naître l'idée et la faisabilité. Ensuite j'ai suivi les premières éditions et je suis très heureux de participer en présentiel cette fois-ci à cette 10e édition. Je crois qu'il y a un succès évident de ces journées. D'abord la continuité, ce qui n'est pas simple. Et la deuxième chose, c'est que l'évolution graduelle, à la fois de la qualité des thématiques, de la sélection très élevée de la qualité des intervenants, et qu'aujourd'hui c'est un rendez-vous presque incontournable de ceux qui s'intéressent à la question de l'évolution des diasporas africaines et même de l'évolution du continent africain en général, puisque comme vous l'avez souligné, la problématique posée cette année n'est pas uniquement déclinée du côté des diasporas, mais d'un regard de perspective, de prospective et d'avenir pour le continent africain. Est-ce que, pour répondre à votre question, on peut penser que l'Afrique est le centre du monde? Oui, pour une raison d'abord historique, parce que le monde, en tous les cas la civilisation humaine, est née en Afrique et que donc cela est un fait tout à fait normal et cela me paraît à la fois relever d'une réalité scientifique et rappeler le rôle du continent africain, non seulement pour nous autres les Africains, mais pour le reste de l'humanité. Alors, bien entendu, dans le choix de ce libellé pour cette édition, il y a aussi une volonté de prendre position et souligner un volontarisme et surtout souligner le potentiel énorme que notre continent a à sa disposition. Et donc il s'agit pour nous autres Africains de rendre cela possible. Et que donc il y a à la fois une affirmation, mais aussi un engagement et un défi. Et je crois que les trois à la fois donnent l'importance de la rencontre de cette 10e édition des JNDA. Merci pour votre réponse. Vous parliez tantôt de défis, d'enjeux. Est-ce que vous pensez que la diaspora africaine, que la jeunesse africaine dans son entièreté a conscience des enjeux réels qui sont siens? Il me semble qu'elle a de plus en plus conscience, même si nous pouvons comprendre que parfois des Africains, des jeunes, comme vous l'avez souligné, quand ils viennent en Europe, ils font face à des défis, on va dire, d'installation, d'intégration, en tous les cas, de réaliser la raison pour laquelle ils sont venus, que ce soit pour travailler, que ce soit pour faire des études ou pour s'installer, et que donc ces activités très prenantes peuvent parfois distraire certains membres de nos diasporas par rapport à cette prise de conscience globale. Mais il me semble qu'en général, cette prise de conscience est présente et qu'il y a de plus en plus une conviction qu'il y a quelque chose à faire, à la fois sur le continent, mais aussi par les enfants du continent quand ils se trouvent ailleurs dans le monde. C'est une force.
c'est une dissémination du potentiel humain africain dans le monde. C'est une chance à la fois pour l'Afrique elle-même, mais aussi pour les pays qui les accueillent. Ils apportent un dynamisme, ils apportent une volonté, ils apportent une jeunesse, ils apportent un savoir-faire, ils apportent surtout des ponts vers le reste du monde. Il y a dans cette situation indiscutablement un humanisme à percevoir. Il n'y a pas que des situations liées, comme on le voit malheureusement sur certains médias notamment, et il ne relaie que les aspects problématiques. Il ne faut pas éluder les problèmes, ils existent. Mais je ne crois pas que cette situation ne peut être perçue que de son côté problématique. Je crois qu'il y a de tout temps eu des mouvements de population dans un sens ou dans l'autre, et que cela a constitué une occasion pour l'humanité de renouveler les brassages par les rencontres, par les possibilités qu'elles offrent, que ce soit d'un dialogue entre les communautés, mais également des chances sur un plan économique, sur un plan scientifique et sur le plan humain plus généralement. Donc la réponse, oui, il y a le potentiel est là. Il faut travailler sur une prise de conscience plus large et surtout pour nous autres, les enfants de ce continent, de rappeler aussi notre solidarité nécessaire. Parce que je viens d'un pays qui est au nord de l'Afrique, mais le nord seul ne peut rien faire. Le sud, j'entends le subsaharien seul ne peut rien faire. L'Afrique de l'Ouest seule ne pourra rien faire. L'Afrique de l'Est seule ne pourra rien faire. C'est en conjuguant nos moyens, c'est en travaillant ensemble, c'est en complétant nos potentiels avec ce qui nous manque, avec le potentiel de l'autre, que nous allons être plus complémentaires. Et si nous sommes plus complémentaires, nous relèverons les défis ensemble. Et il ne faut pas qu'on soit perçu par le reste du monde comme des parties fragmentées d'un continent. Nous formons un continent, nous formons une unité à la fois géographique, mais aussi une unité politique avec toutes nos différences. Et nos différences, me semble-t-il, sont ici plus une chance qu'un problème, plus un potentiel qu'un travers. Merci. En plus, vous soulevez de manière très pertinente le fait que certaines personnes, alors dans certaines mentalités, il y a une certaine subdivision, certaines personnes qui ne se considèrent pas comme africains, donc c'est cela en plus qui donne ces fragmentations. Est-ce que vous pensez que le patrimoine culturel fait peur à certains Africains? Est-ce qu'il y a certains Africains qui ne s'approprient pas véritablement leur patrimoine culturel dans un esprit d'union avec les autres? Merci beaucoup pour cette question parce qu'elle m'offre l'occasion à la fois de revenir à l'un des points que vous avez évoqué, le rôle des diasporas et de la jeunesse. Et alors le rôle n'est pas uniquement d'acquérir une situation ou de glaner quelques titres ou avoir des diplômes, c'est très bien, mais aussi de porter une appartenance. Et j'allais dire de vérifier une fierté d'appartenir. Alors la fierté vient de ce que nous sommes, mais aussi de ce que nos ancêtres nous ont légué. Ça peut être un site, ça peut être une tradition, ça peut être un savoir-faire. Et donc je fais allusion exprès ici à la fois au patrimoine naturel, au patrimoine culturel et aussi au patrimoine immatériel. Il y a même eu tout récemment des inscriptions à l'UNESCO sur le registre Mémoire du Monde de documents liés à l'histoire africaine dans ses différentes formes. Et donc, si nous parlons plus de ce patrimoine, cela d'abord nous enrichit sur un plan culturel, nous nous connaissons mieux et nous serons d'autant plus édifiés à considérer que nous devons être fiers de ce que nous sommes et de ce que nous représentons. Donc le patrimoine est à la fois quelque chose qu'on hérite et donc dont on doit s'occuper, entretenir, promouvoir, préserver, sauvegarder, mais aussi cela est notre contribution à l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité sur un plan culturel? Ce sont des contributions qui nous enrichissent et que donc chacun de nous apporte à la table culturelle de l'humanité sa contribution. Ça peut être un site ancien, moderne, ça peut être un élément naturel, ça
peut être un fleuve, une forêt, une réserve, ça peut être une tradition culinaire, une musique, ça peut être un savoir-faire, ça peut être... donc il faut prendre conscience du rôle à la fois de promotion de ce que nous sommes, je parle du rôle des éléments culturels, mais aussi de notre responsabilité, non seulement de préserver, de sauvegarder, de promouvoir, mais aussi d'en faire un élément de contribution à la culture universelle et que donc chacun apporte sa part. Ce qui est beau dans cette démarche et que l'UNESCO incarne à travers plusieurs conventions, notamment la convention de 1972 qui a fêté ses 50 ans cette année, qui est un outil qui a eu un succès retentissant quand on voit aujourd'hui le nombre de sites qui piaffent à être retenus et inscrits par l'UNESCO. Ces instruments constituent une chance pour le continent africain pour faire parler de sa richesse, de son histoire et de sa contribution à l'humanité. Malheureusement, les chiffres nous montrent le retard qu'accuse aujourd'hui l'Afrique sur cette liste. Sur les 1150 à peu près sites inscrits, il y a environ 138 sites africains, c'est-à-dire l'Afrique n'est représentée qu'au niveau de 12% du patrimoine mondial. Alors il y a plusieurs raisons à cela, mais quoi qu'il en soit, laissons les raisons derrière nous, travaillons maintenant à ce que en Afrique, on fasse prendre conscience de l'importance du patrimoine. Deuxièmement, on forme le maximum d'experts africains pour que ce soit eux qui portent leur dossier devant l'UNESCO. Et ensuite, sur un plan diplomatique, travailler à ce que le processus d'inscription qui est technique, diplomatique et qui est long, de plus en plus long, qu'on fasse un geste à l'adresse et à l'endroit de l'Afrique pour qu'elle bénéficie d'un processus spécial, le temps d'une dizaine d'années par exemple, et cela permettra à l'Afrique d'accélérer ses inscriptions et de figurer, comme le reste du monde, comme contributeur presque à part égale avec les autres régions du monde. Je crois que cela est important et j'étais très content que cette édition des JNDA nous offre l'occasion pour porter cela et avoir la réaction après l'intervention d'hier. Je crois qu'il y a un intérêt, ici en tous les cas, des participants à cette question. Voici, entre autres choses, que les diasporas et que les Africains en Afrique doivent aussi porter. Et c'est un enjeu d'avenir. Alors merci. Est-ce que vous pensez, pour continuer dans cet aspect du patrimoine culturel, de la reconnaissance et de la valorisation du patrimoine culturel, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les États ont pris conscience de l'importance du patrimoine culturel, ou est-ce que vous pensez que les États s'occupent d'autre chose et minimisent cet aspect? Non, il y a une nette évolution en matière de prise de conscience, à voir maintenant le nombre de dossiers déposés, parce que vous savez, quand vous déposez des dossiers, vous n'allez pas les inscrire immédiatement. Et donc le nombre augmente. Ça veut dire qu'il y a un intérêt, parce qu'il y a une demande des populations, parce qu'il y a aussi une sorte de compétition mondiale. Quand vous voyez d'autres pays inscrire beaucoup de sites, vous vous dites pourquoi moi-même, mon pays ou ma région ne soit pas si bien représenté, et que donc oui, il y a un intérêt. Il faut que cet intérêt politique, diplomatique et technique au niveau des États soit accompagné par une plus grande expertise, par une plus grande concertation, pour que les dossiers africains passe aussi vite que possible pour arriver à contrebalancer cet écart. Alors, il y a un autre aspect, c'est que sur la liste des sites inscrits, il y a une catégorie que la Convention qualifie comme des sites en péril. Or, paradoxalement, l'Afrique a 12% des sites en général, mais sur les sites en péril, 38% sont en Afrique. Donc vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire on inscrit moins, mais ce qui est inscrit est en situation, on va dire, de complexité, soit de préservation, de gestion de sites, parfois parce qu'il y a des zones où il y a des conflits armés, etc. Donc vous voyez que les enjeux du patrimoine ne sont pas uniquement culturels au sens restreint du terme, ne sont pas que techniques, sont réellement globaux. Et donc il nous faut à la fois travailler à créer cette conscience,
à faire partager ce savoir et deuxièmement, montrer la voie pour que l'Afrique soit plus présente, elle le mérite. Je crois qu'il y a une très grande richesse, une grande diversité culturelle du nord au sud, avec toutes ces composantes, et je crois que l'humanité s'enrichira de ce fait-là. Non seulement, bien évidemment, l'Afrique va être mieux placée, mais je crois que le sens même du message de la Convention de l'UNESCO de 1972, c'est qu'elle a vocation universelle. Or, l'universel ne peut pas être bancal au profit d'une région au détriment d'une autre. S'il est universel, il doit englober à peu près à part égale toutes les régions. Alors, merci. Vous réussissez à montrer tout l'intérêt de valoriser le patrimoine culturel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir que parfois, c'est peut-être ce qui manque, parce que ce sentiment de fierté à l'africaine, de fierté d'être un Africain, certes, comme vous l'avez très bien souligné, ça évolue parce que tant les États que les diasporas, que la jeunesse africaine qui se situe en Afrique, que sont l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, etc., est en train de reconnaître et prend conscience de la valeur de ce qu'elle a sur cette terre, de la valeur de son histoire et tout, et etc. Et quel message, pour conclure cette interview, quel message souhaiteriez-vous porter à cette jeunesse, qu'elle soit de la diaspora, en tout cas cette jeunesse africaine, qui voit son patrimoine culturel, qui peut-être a peur de s'en saisir, qui se voit peut-être jugé de part et d'autre du continent? Quel message pourriez-vous leur donner afin qu'ils puissent être beaucoup plus fiers, afin qu'ils puissent savoir qu'ils ont tous leurs mots à dire et surtout leur pertinence en tant qu'être humain? Oui, je vais commencer ma réponse à votre question en ayant, avec ceux qui regarderont cette vidéo, un petit flashback à quelques sessions passées du Comité du patrimoine mondial, qui est l'instance qui inscrit et qui décide donc in fine de ces processus. Et j'ai eu deux moments particulièrement joyeux pour moi. Je représentais la Tunisie, j'étais membre de ce comité, j'en ai même été à un certain moment vice-président. Il y a eu une très belle discussion, c'était difficile techniquement, avec quelques arrière-pensées politiques. C'est le dossier de la capitale de l'Érythrée, Asmara. Et l'Érythrée, comme État membre, a déposé ce dossier avec au début quelques difficultés techniques, mais on arrivait à la discussion. Or, la ville d'Asmara est une ville de construction européenne. Et il fallait démontrer, j'ai eu le bonheur et la chance de le faire, que nous n'inscrivons pas une ville européenne se situant en Afrique. Nous inscrivons une ville africaine qui a, à un certain moment de son histoire, était sous influence technique ou architecturale de l'Europe. Et ce n'est pas égal, ce n'est pas la même chose. Et donc, pour revenir à ce que vous disiez, ce sont des occasions pareilles qui montrent la spécificité et la fierté de porter le patrimoine africain. Le deuxième souvenir, il est lié à un dossier burkinabé, et c'était des forges traditionnelles du XVIIIe siècle. Et c'était vraiment exaltant de participer au débat pour montrer l'importance de cette vie technique, économique au Burkina au XVIIIe siècle. Et le jour où le comité avait voté l'inscription, en demandant la parole pour féliciter mes amis du Burkina, j'avais dit aujourd'hui, ces forges burkinabées du XVIIIe siècle sont égales à toutes les autres composantes du patrimoine, quelles qu'elles soient. Vous choisissez ce que vous voulez. Elle est l'égale du Colisée d'El Jem en Tunisie, parce qu'il n'y a aucune hiérarchie dans le système. Une fois qu'on a inscrit, c'est l'égal de l'autre. Et que cela est, pour revenir à votre question, c'est ce qu'il faut dire à la jeunesse. En s'intéressant à leur patrimoine, non seulement ils connaissent mieux leur histoire, ils perçoivent l'importance du rôle de nos aînés et nos aïeuls, mais aussi avoir quelque chose qui nous permet de jouer un jeu égal avec le reste des composantes de l'humanité sur le plan de la culture universelle. Je crois qu'il y a matière d'en être à la fois fier et de transmettre cet engouement par rapport au patrimoine africain à la jeunesse africaine, qu'elle vit en diaspora, comme vous l'avez souligné, ou sur le continent. Je crois que cela est très important. Ce n'est pas une question technique, c'est une question identitaire et c'est une question de fierté. Et je crois qu'il y a
beaucoup de raisons qu'à la fin de cette 10e édition, on ait cette fierté-là d'appartenir à ce grand continent.